Eh bien, bonjour à tous et merci d'être encore une fois si nombreux pour ce sixième webinaire déjà de l'Institut Mackenzie France. Aujourd'hui, c'est David qui va l'animer. Alors, David, double casquette puisqu'il est formateur MDT pour l'Institut Mackenzie France, Mackenzie Belgique. Je vais vous laisser avec David. Je vous prends en fin de webinaire pour vous donner des indications sur celui du mois prochain. Allez, à tout à l'heure, David. Merci Val et bonjour à tout le monde. David, je suis belge et donc oui, je vais pas pouvoir me maîtriser des fois de parler en néerlandais, peut-être et en anglais. Déjà mes excuses pour ça, mais bon, la majorité sera en français, n'ayez pas peur. Alors le sujet, c'est la prise en charge de l'arthrose du genou. Je suis expert en Belgique, je fais partie d'un groupe d'experts pour l'arthrose du genou et on a un gros projet fédéral en Belgique qui va se mettre en route bientôt. On a reçu de gros budgets fédéraux justement pour faciliter un petit peu la prise en charge pour le premier soin, les médecins et les kinés. Bon, alors est-ce que l'arthrose maintenant est la nouvelle maladie du siècle? C'est la question qu'on pourrait se poser. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, si on voit les chiffres qui a été publié en France, hein, une belle étude, on voit quand même déjà que d'à partir de l'âge entre 0 et 64 ans, on voit déjà une augmentation de 64% de prothèses de genoux. C'est un petit peu malheureux de voir ça, hein, 64% déjà d'augmentation les dernières 10 années de prothèses de genoux. Et bon, plus âgé qu'on est, le plus l'incidence est présente, on sait ça. Mais c'est surtout la croissance de la prévalence donc, de prothèses de genoux qui nous inquiète un petit peu. Et ils ont fait des calculs dans cette étude-là, si on voit les choses pour 2030, 2050, excusez-moi, on voit vraiment qu'on augmente à 300% de intervention chirurgicale pour le problème du genou. Et c'est une tendance qui n'est pas seulement en France, et là, c'est aussi un petit peu partout. Et j'ai vérifié avec les chiffres en Belgique, on est vraiment dans les pourcentages 10 à 20% aussi. Alors, l'arthrose du genou, c'est une chose, les prothèses, c'est totalement autre chose. Alors, avant de se faire opérer, voyons, vous voyez ce que ça veut dire, l'arthrose du genou. Ben, l'arthrose du genou, quand même, quand on voit les registrations qu'on a en première ligne dans les médecins généralistes en Belgique, on voit déjà que de l'âge déjà de 65 ans en 74 ans, on voit quand même une prévalence presque de 10% de la population qui vient chez les médecins pour problème de genou, pour la gonalgie. Alors, on sait que l'arthrose du genou est influencée par plusieurs facteurs, des facteurs de risque, et c'est comme ça qu'on les nomme. Facteurs démographiques comme l'âge, le sexe, et essentiellement aussi l'indice masse corporelle, le poids, le surpoids, les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux liés au mode de vie, comme les activités professionnelles, biomécaniques et les traumatismes articulaires qu'on peut avoir eu. De ces risques, on a des risques qu'on peut encore modifier, qui sont extrinsiques, mais aussi des risques intrinsiques qui sont non modifiables. Ça, il faut être naturellement au courant. Comment se présente l'arthrose du genou? Un tableau clinique très, très vite. Bon, les patients souffrent de la douleur, mais pas si fort. C'est assez diffus, la douleur qu'ils ressentent dans l'arthrose du genou. Et ils souffrent aussi d'une raideur, une réduction de l'amplitude de mouvement, crépitation, des fois une déformation articulaire, épanchement et fond musculaire. En général, il y a aussi une condition coexistante d'obésité et de diabète. Qu'est-ce que les médecins généralistes apprennent à faire quand quelqu'un souffre de la gonalgie? C'est de prendre les imageries. Et les imageries, en fait, c'est ce que ça donne comme information, c'est une façon de dire, bah, c'est sévère. Le protocole de Kellgren-Lawrence nous dit bon, qu'il y a des grades de 0 à 4 pour dire à quel niveau ce genou est atteint de l'arthrose. Ça ne veut pas dire à quelle façon il souffre, ce patient, c'est autre chose. Bon, quelles disent les lignes directrices sur le traitement et la prise en charge de l'arthrose? Ben, on sait tout ça, je crois, hein. Il faut éduquer le patient, et il faut lui donner des exercices, il faut essayer de donner quelque chose à autogérer lui-même, et aussi la gestion du poids. 4 piliers, en fait, très importants dans l'intervention non pharmacologique. Et après ça, il y a aussi le traitement pharmacologique avec les ANS et les injections de corticoïdes. Et au final, si ça passe plus, bah, c'est l'option chirurgicale.
On sait que l'éducation joue un rôle très très important, et surtout dans facteur impact de gestion de douleur, la qualité de vie, l'amélioration de qualité de vie. Alors on parle aussi au surpoids et le mode de vie aussi, bouger plus, être plus actif. En ce qui concerne un petit peu les programmes d'exercice, ben, la littérature est un petit peu en conflit là, et on ne sait vraiment pas actuellement quel est l'exercice le meilleur à donner aux patients. Et il y a du renfort, il y a de l'aérobic, et il y a des exercices à faire à distance ou en groupe. En tout cas, ce qui est important dans les dernières études, ce qu'on voit, c'est qu'il suggère qu'il y a une grande nécessité de prescrire des exercices personnalisés pour optimaliser le résultat. Et quand on voit ce que la Cochrane nous raconte récemment dans cette étude-là, c'est qu'ils sont d'accord que l'exercice, ça fonctionne très bien pour l'arthrose. On arrive bien à contrôler la douleur et rendre plus le patient physique, en bonne condition physique. Mais cependant, il n'y a quand même pas de grands changements sur la qualité de vie. Et donc, ça peut un petit peu aussi expliquer pourquoi quand même les patients vont à la limite chercher pour une nouvelle prothèse de genou. En fait, ce qu'ils disent aussi, la Cochrane, c'est qu'on ne peut pas seulement se cibler dans le traitement que faire des exercices. Il faut donner plus que ça. Et donc, je crois que ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il faut travailler aussi sur l'hygiène de vie et aussi donner de l'éducation sur la nutrition, le contrôle du poids. Alors, on peut se poser la question, si on sait tout ça, ben, comment ça se fait en fait que ça ne marche pas? Comment ça se fait quand même qu'il y a encore autant de personnes qui vont chercher la prothèse comme solution ultime? Eh ben, quand on voit quelles sont les barrières des kinésithérapeutes pour appliquer les, les lignes directrices sur l'arthrose du genou, ben, premièrement, quand même, il y a quand même un grand manquement sur la connaissance de la pathologie, et il faudrait quand même mieux sensibiliser les kinés, de comprendre les facteurs de risque qui sont très importants à savoir gérer avec le patient. Le fait qu'il y a des facteurs systémiques et environnementaux qui influencent très fort le problème de l'arthrose est important à maîtriser. Et aussi, naturellement, les attentes et les croyances du patient sont quand même assez complexes et compliquées. Et donc, on a besoin plus de moyens de changer le comportement du patient avec notre communication et éducation. En ce qui concerne la méthode MDT, eh ben, la méthode MDT, comme vous la connaissez, est une méthode qui va se dirigé sur l'autotraitement, un exercice précis, ciblé, où on va classifier le problème articulaire dans un mouvement, d'un exercice très précis dans une direction pour savoir gérer la fonction et la douleur du patient. Et ça importe aussi qu'il y a une façon d'éduquer le patient à gérer son problème. On a une étude randomisée qui a été publiée il y a quand même une dizaine d'années, qui nous donne quand même d'explications qu'on peut avoir un effet supplémentaire quand on traite le patient avec un gonastrose. C'est une étude qui a été faite sur 180 personnes où on a randomisé 3 groupes et on a essayé de trier les dérangements avec les autres, et on a fait 2 contrôles de traitement, un contrôle classique avec l'exercice classique et un traitement avec l'exercice typique pour un dérangement dans leur préférence directionnelle. On a retrouvé, et ça c'est important quand même, déjà 40% des personnes qui peuvent rentrer dans la classification d'un dérangement. Ça correspond un petit peu aussi dans les autres études qu'on a, de Meyer-Rosedale par exemple, où on a trouvé 43% de dérangements dans les genoux. Et l'étude a quand même démontré qu'il y a des meilleurs résultats pour le groupe avec les dérangements comparé avec le groupe de contrôle. C'était des patients qui étaient tous en attente pour la chirurgie, donc on a pu éviter que ces patients se opèrent assez vite. Et donc c'est ça, c'était intéressant justement à comprendre. Encore plus intéressant, je trouvais dans cette étude-là, c'est que la majorité des dérangements et des patients avec grade 4 de l'arthrose. Donc, le grade 4, c'est le plus sévère qu'on peut rencontrer. Et eux réagissent très bien, donc, avec une préférence fonctionnelle. Alors, pour un petit peu, justement, faire comprendre comment ça fonctionne, trouver une préférence fonctionnelle avec un patient, j'ai une étude de cas à vous présenter. De Émile. Émile est néerlandophone, donc vous allez l'entendre parler en néerlandais, mais j'ai traduit, j'ai sous-titré un petit peu en français avec mon moyen français que je maîtrise, la conversation avec Émile, et vous allez voir comment on va être à l'écoute à son problème, comment on va l'examiner et comment on peut lui proposer une démarche de traitement.
Alors j'espère que la vidéo va fonctionner. Là, voilà. Ik kom met knieklachten. Vertel een keer. Waar heb je last van? Het grootste probleem is dat mijn been nog dicht krijgt. Ja. En in welke zin stoort je dat? Wanneer komt je dat tegen dat je dat eigenlijk last van hebt? Vooral, 's morgens begint het al met kousen aan doen, schoenen aan doen. Ja, oké. En dan als ik knielend werk heb, Op je rug of op knieën? Op je knieën zitten? knieën gehuld gaat er helemaal niet van. Oké. Omdat ik, dan moet ik al... Ik kan dat been niet goed doen. Ja, oké. Je hebt dan pijn of is dat alleen maar dat het geblokkeerd is? Het voelt Ja, dat is echt pijn. echt pijn. En toon een keer wat de pijn is. Pijn is vooral hier zo. En dan staat nog een beetje naar daar uit. Ja. En wat doe je eigenlijk overdag zo qua werk? Wat moet je zo doen? Dat varieert. Ik doe tuinwerken, ik doe onderhoud. Moet je dan veel trappen doen ook? Of moet je meer, vaak meer zakken door de knieën? Of? Trappen doen valt eigenlijk goed mee. Okay. Het is effectief diep gehuld zitten of op mijn knieën. Okay. Als ik nu langdurig op mijn knieën zit, om dan ook moet ik zeggen, te kunnen zitten. Dat stoot je het meest. Om dat been helemaal geploot te krijgen. Ja. Stel je zo'n hele dag gewerkt hebt, is die knie dan het einde van de dag meer gezwollen of zeurig aanvoelen? Nee. Dus alleen dat moment en is dat klaar. Oké. Hoe lang heb je dat al? Nu, de laatste keer toch alweer 14 dagen, 3 weken. Oké. En is er een aanleiding geweest waardoor het dan terug zo vast is te staan? Eigenlijk niet. Je hebt niks meer gedaan of anders gedaan waardoor het uitgelopen is geweest? Eigenlijk niet. Oké. En als je die 14 dagen bekijkt, is er een stuk dan terug los aan het komen of blijft het nog wel hetzelfde? Nu blijft het eigenlijk wat hetzelfde. Het verandert niet. En is er dat dan plots ontstaan terug? Of is dat toch wel langzaam terug beginnen vastgelopen? Ik heb er eigenlijk al lang last van, zal ik zeggen. Maar dat viel nog mee. Oké. Het been op zich is al langer wat stijver. Alleen de laatste tijd, ik heb zo'n periodes dat het echt serieus pijn doet. Oké. En hoe lang is het al bezig? Is het dan over een paar maanden, bezig zijn? Nu toch al een paar jaar. Oh ja. En heb je ergens een idee waardoor het komt dat je dat hebt? Denk een idee. Ik heb ooit 2 operaties gehad. Of dat daarmee te maken heeft, weet ik niet. Oké, welke soort operaties? Ik heb mijn been gebroken gehad. Het been zelf. En was het dan het bovenbeen, het onderbeen dat gebroken is geweest? Net onder mijn knie en net boven mijn voet. Oké. En hoeveel jaar deed je dit uit? Een jaar of 11. En dan hebben ze ook een pin gestoken gehad. Hier was het. Ja, eigenlijk 2 breuken, inderdaad 2 breuken. Ze moesten een pin steken en die pin zit er nog altijd in? Nee, die heb ik het jaar erop moeten laten worden, omdat ik niet op mijn knieën kon zitten. En ik had zitten, voor veel zittend werk dan. Ja. En dat ging niet. Dat ging niet. En de hoop was door die pin eruit te laten halen dat het ging beter worden. En is dat dezelfde soort klachten van toen dat je nu hebt? Of is het iets anders nu? Dat is er even naderhand bijgekomen. Oké. Dat is niet gelijk aan hetgeen wat je eerder had. Dat is eigenlijk... Nee, dus, toen was het echt last van de knie zelf. Oké. Met op mijn knieën zitten en te plooien. Oké. Nu is het zo dat het iets minder op de knie zelf is, maar dat het vooral van achter door het dichtplooien. Oké. Duidelijk. Oké. En als je zo een tijdje gezeten hebt en je komt dan recht, het terechtkomen uit een stoel of uit een zetel zelfs, dat dieper is, heb je daar moeite mee? Valt op zich wel mee. Het is enkel als echt plooi. Puur plooien. Oké. Moest je een keer wat twisten op je been, zo wat wringen op je been, zo draaien met je voet vast, zodat je ook pijn scheurde? Soms wel. Oké. Bien, vous attendez un petit peu l'histoire assez classique pour quelqu'un qui souffre de l'arthrose du genou, je crois.
Alors, on va un petit peu accélérer dans le processus de Weer l'examen. terugkomen, niet laat. Vous voyez l'observation. Je ne sais pas si ça va passer. Ça passe. C'est parti. Ik ga terugdraaien, zo. Pas trop de gonflement, clairement. Oké. Maar ik heb die... En spot maar als die meer gaat. Dat doet pijn? Ja. Oké, Dan dan komt komt er hier rechts te steek. dan voelt dat pijn. En dan doet dat daar pijn. Ja. En begint dat vanuit je kniekuil naar boven of van boven naar onder? Van hier naar boven. Ja, oké. Doe nog een keer. We gaan eens kijken hoe ver en hoe diep dat je kunt. Mooi. Kom terug. Je hebt moeite om terug te komen ook. Als ik diep moet gaan, dan ga ik amper rechts. Oké. Ga me even vast zijn. Je gaat een keer op je goed been staan. Zo. Een beetje 30 graden plooien en dan gaat je draaien. Blijf maar niet. Blijf maar even goed. Blijf maar even goed en gewoon draaien op je vaste voet. Ja. Oké, doe dat even aan de andere kant. Oké, dat gaat goed. Lastig. Doe dan een keer de andere been nu. Hetzelfde. Recht en draaien. Dat is gevoelig of pijnlijk? Voelt daar iets van? Is dat pijnlijk? Ja. Naar binnen meer of naar buiten? Dit doet pijn. Ja. Donc, quand il tourne à droite, ça fait mal. Ah. Oké. Oké. Dan even kijken of die met de strekking een beetje beperkt is. Hè? Dus kijken dat je fixeert hoe hoog dat die hak naar boven kan. Dan even kijken hoe hoog dat die kan. Oh, die gaat denk ik niet zo hoog. Kom eens meekijken. Ici, on voit une limitation de l'extension. De hoogte. Pak bij tafel. Deze gaat daar. Naar beneden doen. Die gaat niet tot daar. Dan zit die echt vast. Dat is één punt wat interessant is om te controleren. Oké. Nou eens kijken voor je wat die kan. Hier komt je heel goed met uw hak tot de bul. Eens kijken wat die kan. Hier zit hij wat vast. De pen ook. Oké, dat zijn toch twee meetmomenten die ook interessant zijn. Strekt goede knie. En komt terug. Doe dat een paar keer. Ja. Ontspan nu. Ontspan uw been, dus uw been. Donc, on a pris les marqueurs, flexion, extension, et on va voir ce que ça donne quand on fait des mouvements répétés en extension. Is dat pijn geweest? Voir si l'extension peut être une référence directionnelle de mouvement. Il va changer les marqueurs. Als we op het einde zitten, proberen we even 20 seconden aan te houden. Zo, even aanhouden. En terug. Doe nog zo'n paar keer. En waar voelt je pijn daar? Ja. Dat is het aanspannen van de spier wat je voelt. Maar voel je iets van achter waar je eigenlijk over klaar bent als je buigt? Nu niet. Nu niet, oké. Oké, nog eens. Verder. En terug. Verder. En terug. Verder. Il ne s'agit pas de renforcer le muscle, mais d'aller en fin d'amplitude de l'articulation. On va voir ce que ça donne. On fait comme ça une dizaine, encore une fois une dizaine. Un petit peu accélérer le processus là. Steken. Ja, deze wel een heel duidelijk. Et on reprend niveau notre marque. Twee dingen. Kun je nu makkelijk dieper gaan als de eerste vraag? En is het nog zo gevoelig, is de tweede vraag. En de twee dingen wat ik moet vergelijken. Probeer ik even. Heb je een idee dat je nu dieper kunt? Ja. En is het bijna hetzelfde? Het is eigenlijk ongeveer hetzelfde. Geen verschil. Oké, dan gaan we eens liggen. Dan gaan we terug kijken of je beter beweegt als je buigen. Die was toch duidelijk beperkt, hè? Kijken of je nu beter kunt buigen.
Dat is een heel duidelijk verschil. Merk je het zelf? Je gaat wel dieper, hè? Dat is wel heel belangrijk. En kun je hier ook omhoog. Daar is ook een verschil. Dus je kunt hier wel beter bewegen naar strekking. En veel beter bewegen naar buiging. We gaan over die één test doen op de één been. Weet je nog? Kom eens even rechts doen. Je wordt een beetje gevoelig als je naar binnen draait. Even vast, je gaat op één been staan. 30 graden plooien. En dan draaien. En kijken of die nog zo gevoelig is. Het idee dat het nog pijn doet. Pijnlijk voor je? Ja, probeer ja en nee te antwoorden. Het valt mee. Betekent, is het nog aanwezig of niet meer aanwezig? Ja. Niet aanwezig. Is het evenveel aanwezig? Nee. Is minder aanwezig. Oké, we gaan een keer opnieuw doen. On répète un petit peu la même chose, on dirait que ça marche un petit peu, mais pas trop. Donc on fait un petit peu la même chose, on répète encore plus. Opnieuw anders. Nu dieper. Wat denkt u? Het is nog wel altijd hetzelfde. De pijn zal hetzelfde zijn. De vraag is of de pijn later komt of je dieper kunt. Het zal niet heel veel dieper zijn. Nee. Vorige keer terug testen of die beweging bij nog zo beter is, maar die is nog veel beter. Nu nog pijn? Minder. Ja, dat is eigenlijk heel mooi, maar echt wel. En deze, daar heb ik ook nog meer gewonnen. Dus dat is heel duidelijk, maar één keer dat er gewicht op komt, heb je dan ook moeten. Ja. Oké. Dus op zich, qua oefening zou het interessant zijn gewoon te doen. Dus gewoon zitten te oefenen, zeg maar uit. Hier, en deze stand, op elke tafel, krukkeltafel doen. Goed strekken, goed duwen. Duw doet gelijk. Je spieren laten spannen. En op die manier het gewricht in elk geval goed lossen. Lukt dat om dat regelmatig te doen thuis? Ja. Ja. Denk ik wel belangrijk is dat je beseft dat je dat heel vaak moet doen. Heel regelmatig, 102 uur, misschien 10, 15 keer op de tafel. Je zit er 10, 15 keer goed herhalen. Goed strekken. Oké. We zullen zo voor de eerste keer proberen en kijken wat het dan geeft om het uit te halen. Bon, ici, vous voyez l'examen du jour 1 d'un patient, où apparemment on trouve quand même des marqueurs qui changent assez vite, sauf que quand il va nouveau aller accroupi, la force est encore trop lourde sur le genou. Là, il n'accepte pas encore très fort bien la charge de la position accroupie, mais le reste des marqueurs changent. Et donc, c'est une première piste de traitement qu'on peut commencer. Alors, on va voir ce qui se passe après 4 semaines. Et voir comment il a répondu à ces traitements. Et c'est la 4e séance de traitement aussi que je le vois. Donc on a un petit peu adapté les exercices dans les retours. Mais écoutez comment il a réagi. Willem, we zijn nu al 4 weken verder. Nog zijn we de eerste afspraak. Hoe gaat dat nu even? Vertel eens. Een heel stuk beter. Na de laatste keer heb ik paar oefeningen gedaan. En het is trouwens wat beter geworden. En nu voor het moment heb ik eigenlijk niet veel last meer. Niet veel last meer, oké. Dus als je vergelijkt met de 100% van klachten die je toen beschreef de eerste keer, en vergelijk nu, hoeveel procent blijft er daar nog van over? Misschien een 20. 20, dat is interessant. En die 20, hoe zou je die nog kunnen omschrijven? Wat houdt die 20% nog in voor je? Ja, ik denk dat dat een soort beperking is die toch met andere factoren te maken heeft. Je bedoelt dan die trauma die je gehad hebt, de operatie van je knie? Oké. En is dat iets wat altijd is geweest dan? Is het nu op het level wat altijd... Na de operatie wel. Oké. En dan is het echt vergelijkte klachten die je dan eigenlijk 4 weken geleden hebt gehad. Als je dat dan als 100% klachten beschouwt, zijn die 100% klachten die je toen had, zijn die dan niet verdwenen? Non, c'est moi. Ne vous inquiétez pas, j'ai la crème. Dat is wel. Ja, oké. En in wat kun je dat dan ook duidelijk maken naar ons toe? Zo, wat is dan Vous allez vous installer, tout est prêt devant vous. Ouais. Functionaliteit? Il y a votre bras, tout est bon, le Verdun. Allez, allez. Ja. En dan de bewegelijkheid. Het gaat veel verder, zonder eigenlijk
die pijn te hebben. Ja. Oké, maar het scherm, ik ga even uitleggen. Oh, goed zo. Ik kom maar terug. Dat is wel. En terug moet ik, oké. Ik kan daar omhoog komen uit de ontvangst. Ja, dat is mijn. Maar hier was er geen probleem. Even geen drinken, niet meer. Ja, dat is prima. Zo'n brief, dat was heel vervloeiend. Cola, inderdaad. En zelfs hetzelfde als de andere keer. Dat bedoel ik. Heel mooi, heel mooi. En de strekking, eens kijken of we fixeren en kijken wat de hoogte is met uw hak van de tafel. En dan eens kijken op deze kant. Oh, dat is al prima. Ja. Dus ja, die scheut erin steken, dat is heel goed. Bon, ici, j'ai quand même décidé d'aller encore plus loin avec du balistique en extension parce qu'il avait encore difficile à se mettre droit, à se dresser étant accroupi. Donc, son idée à lui, c'était que c'est un résidu qui reste de l'opération chirurgicale qu'il avait. Donc, c'est quelque chose de sécalaire. Et regardez quand même la différence. Il fait ses balistiques en extension et il arrive après à beaucoup plus facilement à se redresser. We zaten dan hier en kijken of het nu anders is. Zullen we een verschil gebruiken? Voilà. Et donc, ce balistique en extension a encore amené plus de réduction de ce petit dérangement qu'il avait encore quand il était accroupi. Bon, vous voyez un petit peu le résumé qu'on a eu. En fait, on a commencé jour 1 avec les extensions. Jour 2 et 3, que je vous ai un petit peu enlevé dans la vidéo, mais que j'ai fait avec lui, c'était faire des extensions plutôt en chaîne fermée à ce moment-là avec le pied sur la chaise, avec des sous-pressions qui pouvaient pousser plus fort. Et ce qu'on a découvert le dernier jour, c'est en chaîne fermée encore plus, avec du balistique en extension. Ce qui a amené encore plus de résultats après, quand il devrait se redresser en accroupi. Vous voyez les marqueurs, il faut voir si vous voyez la différence. Vous voyez ici comment est plié le premier jour. Et ce qui se fait après la 4e séance. Surtout la flexion-extension était beaucoup plus nette, mais l'accroupi est resté debout et s'est dressé accroupi est nettement amélioré aussi. Bon. En dehors naturellement de donner un exercice qui est un exercice pur mécanique à la réduction d'un dérangement, il était aussi important à Émile à faire comprendre ce que ça voulait dire. Et donc, ce que je fais maintenant, c'est d'utiliser un infographique où on met tous les risques, facteurs de risque de l'arthrose sur un dépliant avec tous les éléments qui peuvent jouer un rôle à l'arthrose et expliquer quelle information est-ce qu'il veut qu'on lui donne de plus nécessaire à être compliant à l'exercice et avoir moins de crainte sur l'arthrose, parce que son idée était très fixe. Son idée était qu'il avait de l'arthrose à cause de l'opération qu'il a eue il y a quelques années de sa jambe. Et en fait, quelque part là, on a quand même pu avérer que faire son exercice peut améliorer sa condition du genou. De l'autre côté du dépliant, vous voyez vraiment le plan d'approche avec tous les éléments nécessaires, le plan d'attaque, de traitement et peut-être de changement de mode de vie nécessaire, si oui ou non. Hein, pour Émile, c'était un cas très simple, c'était vraiment un problème de dérangement avec une préférence fonctionnelle en extension. Et donc, dans les facteurs de risque, il n'y avait pas vraiment d'autres éléments à considérer. Et jusqu'à présent, je connais encore Émile toujours, je le vois encore régulièrement, il est sans douleur dans son genou. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter en une demi-heure. C'est assez court pour vous présenter, mais je suis dans les délais, je crois, hein, Val. On est dans une demi-heure. S'il y a des questions et que je peux répondre, à vous de les envoyer. Je ne sais pas comment ils peuvent faire ça, Val. Absolument. Alors, ça va être un petit peu juste là, sauf si une petite question. Il est 29 et on s'est promis de finir à 30. Mais sinon, je laisse ouverte la réunion pendant 10 minutes de façon à ce que vous puissiez poser vos questions dans les questions-réponses, la petite icône questions-réponses.
Je laisse ouvert 10 minutes, ça vous permet de poser vos questions et on y répond quand on vous envoie le replay et la présentation et ta présentation. Voilà. Et on Oui. répond aux questions en même temps. Donc, n'hésitez pas, on va laisser ouvert pendant une petite Oui. dizaine de minutes. S'il y a des Et juste le personnes... temps de vous dire que notre prochain webinaire, Oui, pardon, oui, si, je veux le dire, s'il y a des prochain personnes... webinaire, c'est le 10. Vas-y, je te laisse parler. Excuse-moi. S'il y a des personnes qui veulent avoir cette infographique, qui me lancent le petit mail là, vers vous et je vous envoie l'infographique que je vous ai montré la dernière diapo. OK. Et je crois qu'on a... Question-réponse. Oui, pardon. Pour vous parler, donc le prochain webinaire, c'est le 17 avril. C'est Jérôme Ostalier qui va le présenter à 12h30, un peu plus tôt que d'habitude. Et son sujet, ce sera Mackenzie et l'instabilité lombaire. Voilà, donc on espère pareil, vous retrouver nombreux. On vous envoie, comme je vous disais, le replay de ce webinaire à tous les inscrits. Et je vous ai mis dans les questions-réponses le site internet de Mackenzie France et puis notre numéro de téléphone pour contacter Anne-Laure pour plus d'informations sur les formations, justement. Voilà, à très bientôt à tous. Merci beaucoup, David. Merci. À très bientôt À plus. Au revoir. et bon après-midi. Bon courage à tous.